Je m'appelle Patrick Chevalier, j'ai 73 ans, je suis marié, 3 enfants, 3 petites filles. Mon nom n'est pas alsacien, mais mon adhésion à l'Alsace est totale depuis ma naissance, puisque je suis né à Pulversheim. Mon papa était ingénieur des mines et j'ai grandi là-bas, dans ce bassin potassique, jusqu'à l'âge de 12 ans où mon père nous a quittés. Non pas par maladie professionnelle, mais par maladie consécutive à l'urée. Enfin, on ne savait pas soigner ça à l'époque, pas bien. Et donc à 12 ans, il est parti et notre vie a changé. Je suis passé à Mulhouse. L'entreprise des mines, qui était une très grosse boîte, s'est quand même pas mal occupée de ma mère, parce que mon père avait 15 ans de carrière seulement dans les mines. Et donc ma mère n'a pas été laissée en plan et on s'est retrouvé à Mulhouse, où les études ont continué au lycée, et puis la découverte de l'art dramatique, avec une compagnie amateur dont nous sommes tous devenus professionnels. Et oui, le groupe auquel j'ai appartenu, Bernard Bloch, François Ulrich, Yvette Stahl, Jean-Yves Pic et moi-même, on est tous devenus des pros. Peut-être que Paulette Schlegel, qui était la patronne de cette troupe amateur, a eu, je sais pas, un don pour nous donner cette flamme. Pour ma part, je ne suis pas devenu tout de suite comédien, parce que maman a dit non, il faut que tu fasses des études. Et donc, j'ai fait Sciences Po, ici à Strasbourg, où j'ai rencontré mon épouse, Muriel. Alors elle est authentiquement alsacienne. Elle appartient à la famille Kinner, de Rigvir. Même si cette famille est partie, après la guerre de 70, ils sont partis dans les Vosges, et puis ils sont revenus plus tard. Donc voilà, mon Alsace, c'est mon Alsace, parce que j'ai toujours vécu entre Mulhouse et Strasbourg, avec un petit passage par l'Afrique noire lors de mon service militaire. C'était en 72, et je me suis occupé de théâtre au Centre culturel français de Dakar. Et j'ai eu le privilège là de jouer avec la compagnie dramatique nationale du Sénégal, avec des grands acteurs et sous la direction de metteurs en scène africains aussi. Ça a été une expérience formidable. Au retour d'Afrique, eh bien, on a monté un café-théâtre à Strasbourg avec des copains, ça s'appelait l'Ange d'Or. Et on y a vécu 8 années pleines de rebondissements et de théâtre, même si notre théâtre à nous était un théâtre pauvre. Hein. On jouait au milieu des gens dans cette petite salle de l'Ange d'Or. Mais il y a eu quand même des expériences formidables, comme celle de l'Attroupement, une compagnie avec laquelle j'ai joué, Denis Guénoun, Bernard Bloch, Guy Naigeon, Patrick Lemauff. C'était le tout premier spectacle de l'Attroupement, c'était Roméo et Juliette, c'était en 75. Et puis cet Ange d'Or, on l'a cédé en 82, parce que notre vie avait changé, on avait eu des enfants entre-temps, et se coucher à 3 heures du matin et se lever à 7, ça devenait difficile. Donc, j'ai essayé de me convertir, et ça a été la radio et la télévision à France 3. La radio d'abord, j'ai donné des coups de main au service des sports. J'ai toujours aimé le sport. Et donc voilà, et puis la télévision ensuite, et puis on a monté cette compagnie dite de l'Ange d'Or qui existe encore et qui a fait quelques spectacles, une dizaine environ, qui ont cheminé un peu partout en France. Voilà, dans les années 90, 2000, entre 2000 et 2010 aussi. Voilà, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on a monté un théâtre ensemble. Quand j'ai fêté mes 60 ans, on a monté un théâtre ensemble dans les Corbières, et il a eu quelques ennuis parce qu'il est en zone inondable. Donc il est actuellement fermé, mais ça fait rien, on joue quand même, on joue à côté. Et puis ce que je veux dire enfin, c'est que ma femme, elle aussi, a fait toute sa carrière dans le théâtre, puisqu'elle a été secrétaire générale du TJP. Les mines de potasse d'Alsace étaient la plus grande entreprise du Haut-Rhin, peut-être même de toute la région, puisqu'elle faisait vivre indirectement des dizaines de milliers de personnes. Il y avait plusieurs carreaux, comme vous le savez, il y en avait une dizaine aussi, des cités qui faisaient 2000, 3000 personnes. Donc ça fait du monde, tout ça. Et l'entreprise était très, très paternaliste, j'ai envie de dire, au bon sens du terme, dans la mesure où tous les salariés étaient logés.
étaient logés gratuitement et avaient la cantine gratuite, et puis aussi l'école gratuite, bien sûr, et même les soins. La pharmacie et le médecin, c'était gratuit. Donc, on n'était pas si mal que ça. Et en plus, dans les potasses, il n'y avait pas de maladies professionnelles comme la silicose. Donc, on a eu des coups durs avec les coups de grisou, hein, mais on n'a pas eu de grands malheurs. Ça a été une période faste, je crois, pour cette entreprise qui vendait sa potasse dans le monde entier. Et puis ensuite, tout ça s'est un petit peu évaporé. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des engrais chimiques pour engraisser le sol, et ces engrais chimiques ont détrôné la potasse. En tout cas, j'ai le souvenir des clubs de foot, de la maison des jeunes, de l'école. Les garçons étaient séparés des filles, hein. On était 35 par classe, hein. Et sur ces 35, il y avait 20 Polonais. Donc moi, j'ai connu une Alsace métissée. Il devait y avoir 20 Polonais, il devait y avoir 4 ou 5 Italiens, 2, 3 Espagnols, et puis les Français. Ici, dans ma commune, qui était la cité Rossalmende à Staffelfelden, tout le monde parlait l'alsacien. Sauf moi. Sauf moi, parce que mes parents étaient stéphanois, et qu'à l'école, en 56, quand je suis rentré au cours préparatoire, il était chic de parler français. Donc, voilà, on ne nous a pas donné d'alsacien, mais dans leur vie courante, les gens parlaient alsacien et polonais. En fait, c'est les Allemands qui avaient fondé ces mines de potasse avant la guerre de 14, puisque Amélie Zürcher, c'est, je crois, de 1907 ou 8, et Joseph Vogt, qui ont fondé qui ont fait les premiers forages. Donc l'Alsace, c'est sous domination allemande, enfin appartenait à l'Allemagne. Et ensuite, au moment évidemment de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands récupéraient ces mines de potasse, et elles sont devenues domaniales, donc d'État, hein, après la guerre. Est-ce qu'elles le sont restées jusqu'au bout? Ça, je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y avait une partie privée. À Ensisheim, par exemple, c'était privé. On parlait de Cali. On disait Cali-Sainte-Thérèse, et c'était privé. Mais sinon, oui, domanial, est-ce que... Pardonnez mon ignorance, mais je pense que c'était un organisme plus ou moins d'État. Fermer cette entreprise-là, c'est pas une sinécure, hein. C'est pas une sinécure, et ça s'est fait progressivement, petit à petit, dans la douleur quand même. Les maisons ont été vendues à ceux qui les occupaient, je pense à bas prix. Et aujourd'hui, elles sont toujours là, les cités. Les maisons sont pimpantes, les gens s'en occupent, ils ont leur jardinet. Donc il y a ce reste. Par contre, les carreaux ont disparu, oui. Les puits ont disparu, sauf peut-être celui de Rodolphe, et je suis né juste en dessous de Rodolphe, dans une villa qui était une villa d'ingénieur qui était à 20 mètres du puits. C'était entre Pulversheim et Bolvillers. Oui. Moi, j'ai connu l'époque où mon père rentrait à la maison en disant « Aujourd'hui, on a extrait 8000 tonnes. » On a extrait 8000 tonnes, c'était incroyable, quoi. Et dans ces 8000 tonnes, il y avait beaucoup de sel, hein. Et donc, on rejetait le sel dans le Rhin. Il y avait des étiers qui menaient au Rhin. Il paraît qu'on rejetait jusqu'à 250 kilos par seconde de sel dans le Rhin. Mais ces 250 kilos, en même temps, par rapport au débit du Rhin, les gens chez nous disaient « mais c'est pas grand-chose, c'est pas grave ». Sauf que les horticulteurs de Hollande, eux, ils se plaignaient à Rotterdam parce que le Rhin était salé. Voilà, tout ça a changé, bien sûr, par la suite. Voilà. C'est un très bon souvenir, les potasses. Très, très bon souvenir. Quand on dit que les Alsaciens se sont fait marcher dessus tout au long de leur histoire, on n'est quand même pas dans des choses fausses, hein. Ça a été un sacré terrain de bagarre, hein. Ça a été un sacré terrain de bagarre. Donc, je pense qu'il y a peut-être dans le tempérament alsacien quelque chose de méfiant. Effectivement. On attend de voir s'il est dans mon camp ou s'il ne l'est pas, l'autre, celui qui vient. Mais celui qui vient, il vient. Et il y en a toujours qui sont venus. Donc là-dessus, on est, je crois, assez lucide. Mais comme dit, on est assez discret. Je ne comprends pas, moi, les politiques d'aujourd'hui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils se sentent dépossédés. Pourquoi, tout à coup, l'Alsace aurait disparu dans le Grand Est ? Mais c'est absurde. C'est absurde. L'Alsace n'a pas disparu dans le Grand Est. Pourquoi, tout à coup, l'Alsace, la Lorraine et la Champagne ne pourraient pas se mettre ensemble pour faire une grande région ? Alors, je ne dis pas que c'est génial comme idée. Hein ? Jamais dit que c'était génial. Mais enfin, personne n'y perd sa personnalité.
il me semble. Donc ça me paraît un peu un combat, je ne sais pas d'arrière-garde, mais je veux dire... Et puis, qui a-t-on consulté réellement pour savoir si les Alsaciens voulaient du Grand Est ou pas? Je veux dire, on a consulté, soi-disant, la population. Combien ont répondu? Je ne sais pas, vous avez les chiffres? Je ne sais pas, 20 000, 30 000? On est 1 800 000. Bon, donc, quand on dit que les Alsaciens sont floués parce qu'à 97%, ils sont pour sortir du Grand Est, moi, je me pose la question, est-ce que c'est ça le combat? Je ne crois pas. Moi, je crois que l'Alsace existe, elle est toujours là, elle a un rôle à jouer, elle a un rôle rénant à jouer, et que je crois que sa future identité, c'est d'être résolument européenne, mais européenne au bon sens du terme. Et là, c'est un peu l'homme de gauche qui parle et qui dit que, bon, ce qui manque à l'Europe, c'est l'Europe sociale. Hein. Ah bah oui, c'est ça qui manque à l'Europe, et on aurait dû commencer par ça. Et avec une vraie Europe sociale, là, on est loin d'être ridicule par rapport aux autres. Parce qu'effectivement, sinon, on est en train de se noyer dans une forme de mondialisation. C'est effectivement... ce monde globalisé, il nous en fait voir, quoi. Et effectivement, qui noie un peu les personnalités. Mais toutes, pas seulement la nôtre.